Le devoir de mémoire n'est pas seulement une formule solennelle que l'on dépose comme une gerbe au pied des monuments. Il est une exigence intime, une discipline du cœur, une fidélité de l'esprit. Il nous rappelle que l'homme ne naît jamais de lui-même, qu'il est l'héritier d'une histoire qu'il n'a pas choisie, mais qu'il lui revient d'assumer. Nous venons tous d'un avant. Avant nos paroles, il y a eu des voix. Avant nos maisons, il y a eu des ruines, des chantiers, des exils, des deuils, des espérances. Vivre sans mémoire, ce serait habiter le monde en étranger à la vérité de ce qui nous a fait. La mémoire n'est pourtant pas un simple culte du passé. Elle n'est pas une prison de souvenirs où l'on se condamnerait à revivre sans cesse les mêmes douleurs. Elle est plutôt une lampe fragile que l'on protège du vent afin qu'elle continue d'éclairer notre marche. Se souvenir, ce n'est pas retourner en arrière, c'est refuser que l'obscurité gagne du terrain. C'est sauver de l'oubli ce qui mérite de demeurer vivant. Les souffrances endurées, les crimes commis, les injustices tolérées, mais aussi les gestes de courage, les fidélités modestes, les mains tendues dans la nuit. Le devoir de mémoire prend tout son sens lorsqu'il rencontre la tragédie. Il est des événements qu'une société ne peut se permettre d'oublier sans se trahir elle-même. Les guerres, les génocides, l'esclavage, les colonisations violentes, les persécutions, les exclusions, toutes ces blessures composent une part de notre héritage commun. Les oublier ne les annule pas. Cela les rend seulement disponibles pour recommencer sous d'autres formes. L'oubli est parfois poli, discret, presque élégant. Mais il peut être complice. Il recouvre d'un voile ce qui serait trop dérangeant de regarder en face. Or, une civilisation grandit moins de ses proclamations que de sa capacité à contempler lucidement ses fautes. Ainsi, le devoir de mémoire est d'abord le devoir de vérité. Il nous oblige à ne pas maquiller l'histoire à notre convenance. Il dérange les récits trop simples, les légendes nationales trop lisses, les vanités collectives qui aiment se croire innocence. Une mémoire authentique n'est pas une flatterie. Elle consent à reconnaître que les nations, comme les individus, portent leur part d'ombre. Ce consentement n'est pas une humiliation, il est une grandeur. Il faut du courage pour regarder son passé sans complaisance. Il en faut davantage encore pour transmettre cette vérité aux générations nouvelles sans haine, mais sans mensonge. Mais le devoir de mémoire ne concerne pas seulement les livres d'histoire ou les cérémonies officielles. Il s'inscrit aussi dans notre manière de rencontrer ceux qui arrivent parmi nous, venus d'ailleurs, portant sur leurs épaules d'autres passés, d'autres blessures, d'autres fidélités. La question des migrants révèle avec une intensité particulière ce qu'il y a d'universel dans la mémoire humaine. Car celui qui migre ne traverse pas seulement une frontière géographique, il traverse aussi un déchirement intérieur, il quitte une langue, une terre, parfois des morts qu'il n'a pas eu le temps d'enterrer dignement. Il emporte avec lui une mémoire comme on emporte un peu de pain dans un sac trop léger. Notre comportement à l'égard des migrants devrait alors être mesuré à l'aune de notre propre mémoire. Comment pourrions-nous exiger d'eux qu'ils oublient ce qu'ils sont, alors même que nous proclamons l'importance du souvenir de nous-mêmes? Ce serait une étrange contradiction que de célébrer la mémoire de nos anciens tout en demandant à ceux qui arrivent de se présenter nus d'histoire, débarrassés de leur passé, de leurs coutumes, de leurs blessures et de leurs morts. Accueillir vraiment, ce n'est pas seulement donner un toit ou des papiers, c'est faire une place à une mémoire étrangère dans l'espace commun. C'est reconnaître que l'autre n'est pas un dossier, mais une histoire vivante. Pour autant, cet accueil ne signifie pas la dissolution de toute exigence commune. La société qui reçoit a elle aussi son histoire, ses valeurs, ses combats, ses cicatrices. Elle peut légitimement attendre de ceux qui la rejoignent qu'ils apprennent sa langue, qu'ils respectent ses lois, qu'ils comprennent les principes qui la fondent. Mais cette intégration ne saurait être une amnésie imposée. Elle devrait être une rencontre des mémoires plutôt qu'une victoire de l'une sur l'autre. Une nation n'est pas plus forte lorsqu'elle efface les singularités. Elle l'est lorsqu'elle parvient à les accorder dans une même conscience civique. Les migrants ont donc eux aussi un devoir de mémoire, non pas au sens d'une obligation pesante qui les condamnerait à vivre tournés vers le passé,
mais comme une fidélité à leur origine, à ce qu'ils laissent derrière eux, à ce qui les a façonnés. Oublier entièrement son pays, ses morts, sa culture, ce serait consentir à une mutilation intérieure. Ce qui n'est plus relié à rien devient vulnérable à toutes les dérives, à toutes les colères, à tous les arrachements. Garder mémoire de son histoire personnelle et collective, c'est conserver une colonne vertébrale dans le vertige du déracinement. Cependant, le devoir de mémoire comporte aussi une responsabilité morale. Ne pas transformer la blessure en le ressentiment, ni le souvenir en enfermement identitaire. Ce souvenir n'est pas sacraliser ses douleurs jusqu'à refuser tout lien avec le monde nouveau. Il ne s'agit pas de vivre contre, mais avec. La mémoire doit ouvrir, non refermer. Elle doit permettre de transmettre une dignité, une culture, une profondeur, sans devenir le prétexte d'une séparation hostile. De même que les sociétés d'accueil doivent éviter l'arrogance de l'oubli. Les migrants doivent éviter la tentation de l'isolement mémoriel. Toute mémoire qui refuse le dialogue se fige en pierre. Il faudrait alors imaginer une éthique commune de la mémoire, une mémoire hospitalière, une mémoire qui sache dire « voici nos douleurs, voici nos fautes, voici nos espérances ». Et nous voulons entendre les vôtres. Une telle mémoire ne juxtapose pas seulement des récits, elle cherche une humanité partagée à travers eux. Elle comprend que l'exil d'aujourd'hui répond parfois aux violences d'hier, que les routes migratoires ne naissent pas dans le vide, mais dans l'histoire longue des guerres, des dominations, des inégalités. Elle nous rappelle aussi que bien des peuples qui ferment aujourd'hui leurs portes furent un jour des peuples de départ, de fuite ou de survie. Les valises changent de main, mais elles portent souvent la même angoisse. En définitive, le devoir de mémoire est un devoir d'humanité. Il nous enseigne que l'homme digne n'est pas celui qui oublie pour être tranquille, mais celui qui se souvient pour être juste. Se souvenir, c'est reconnaître une dette envers les morts, mais aussi une responsabilité envers les vivants. C'est comprendre que la paix civile, la fraternité et la justice ne reposent pas sur l'effacement du passé, mais sur sa traversée lucide. Là où la mémoire s'allie à l'accueil, l'histoire cesse d'être un fardeau pour devenir une source. Alors, les nations respirent plus largement et les exilés eux-mêmes peuvent commencer à habiter autrement le monde, non plus comme des ombres tolérées, mais comme des êtres porteurs de mémoire et donc porteurs de dignité. Le devoir de mémoire, au fond, nous murmure une vérité simple et grave. Nul ne devient humain tout seul, et nul ne peut accueillir autrui sans accueillir aussi l'histoire qu'il porte. C'est peut-être là la forme la plus haute de la civilisation. Faire de la mémoire, non pas une frontière, mais un pont.